Qu'est-ce donc alors que ce journal ? Aujourd'hui, nous en faisons un peu l'histoire de cet objet, ayant accompagné, accompagnant, témoignant toujours du monde dans lequel nous vivons. Avec vous, Patrick Evenot, qui en suivez et retracez les évolutions depuis longtemps, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la question, professeur à la Sorbonne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans l'introduction de ce petit livre, grand livre, les grands articles qui ont fait l'histoire, vous écrivez que la presse est conjointement source, témoin, actrice de l'histoire. Alors Oui. peut-être on peut commencer par dire que presse n'est pas journal et définir les deux. Alors, il faut définir l'objet, parce que l'objet journal, en réalité, il provient au départ du journal intime, du journal que l'on tient tous les jours. Et ce sont les nouvelles qui sont les nouvelles du jour, les dernières nouvelles du jour, comme s'appellent certains journaux. En réalité, en France, le premier journal, c'est la Gazette de Théophraste Renaudot, qui ne s'appelle donc pas journal. Il faut attendre quelques années, 1631 pour la Gazette de Théophraste Renaudot, qui est un décadaire puis un hebdomadaire. Et il faut attendre encore quelques années pour voir apparaître des journaux, le journal des savants par exemple, mais qui est un mensuel ou un bimensuel. Et puis ensuite, les quotidiens qui n'apparaissent qu'à la fin du XVIIIe siècle. En 1785, en France, le journal de Paris, qui est le premier à être un véritable à la fois journal et quotidien. Mais on sent bien que c'est au moment de la fin de l'absolutisme triomphant, c'est Louis XIII, Louis XIV, mais aussi de l'arrivée des Lumières, de la crise de la conscience européenne, comme on dit parfois. C'est à ce moment-là que se crée un espace public, parce qu'il y a une demande du public qui veut absolument sortir des espaces privés de la cour, qui sont des espaces contraints, qui sont sous la tutelle soit du roi, soit du prince, soit de l'Église, et essayer de faire manifester un peu plus de publicité, donc pas dans le sens de publicité commerciale, mais de publicité des débats, de transparence, on dirait maintenant, d'un regard collectif sur les choses de la vie, de la ville, donc aussi de la cour du prince et de la politique. Pardon. Non, mais c'est à partir de ce moment-là, c'est au XVIIIe siècle, en gros, que ça se met en place. De la même façon en Angleterre, mais on trouve aussi, le Times s'est créé aussi en 1785, etc. On a toute une série de journaux qui sont créés à Anvers, à Rome, à Francfort, etc. Donc on est vraiment dans l'européanisation du journal. Et c'est à ce moment-là que se met en place ce qu'on appelle le journal, c'est-à-dire le quotidien, quelque chose que l'on déplie, c'est-à-dire que ce n'est plus un livre. Pendant très longtemps, les premiers journaux avaient des formats de livres. C'est quelque chose de plus grand que l'on déplie. Donc, il faut au moins 4 pages pour pouvoir le lire en l'ouvrant. On ouvre le journal. C'est toujours, bien sûr, on ouvre un livre aussi, mais de façon... On feuillette un livre alors qu'on ouvre le journal. Et puis, le format s'agrandit ou se rétrécit suivant les époques. Là, c'est des affaires soit industrielles, soit d'usage politique ou sociaux. Mais donc, le journal, c'est vrai, c'est un objet, c'est une feuille que l'on ouvre, qui peut être faite de plusieurs feuilles, et puis qui devient de plus en plus important au cours du XIXe siècle, parce que l'industrialisation fait qu'on peut tirer des journaux beaucoup plus grands et en beaucoup plus grand nombre. L'alphabétisation des Français et de tous les Européens fait qu'il y a une très forte demande. L'industrialisation, l'alphabétisation et la démocratisation font qu'il y a une demande et une offre possible. Et donc, ça devient l'âge d'or de la presse au cours du XIXe siècle, progressivement, au fur et à mesure que cèdent les contraintes étatiques qui empêchent le journal d'être libre. Et donc, il faut attendre, en fait, la grande loi du 29 juillet 1881 en France, qui donne la liberté totale à la presse, où là, on a une explosion, véritablement, du nombre des journaux. Mais on avait déjà, auparavant, petit à petit, fait céder toutes les contraintes de façon à pouvoir diffuser les journaux de plus en plus en grand nombre. Donc ça signifie qu'à vous entendre, pour définir le journal, vous parlez de sa forme. Vous ne parlez pas forcément de ce qui s'y trame, de ce qui s'y dit, de ce qui s'y écrit. Le journal vaut d'abord pour ce que c'est en tant qu'objet. Bien sûr, c'est d'abord l'objet. Alors bien sûr, l'objet n'est pas séparable du contenu. Le contenu, il est politique, il est littéraire, il est scientifique, suivant les époques, etc. Il est souvent politique et littéraire et culturel au sens large. En premier lieu, c'est ça. On parle souvent d'abord d'une sorte de presse d'opinion, à savoir quelque chose où l'on dit ce que l'on pense, mais plutôt d'une voix particulière, avant l'information.
Non, au départ, c'est de l'information D'abord, c'est parce qu'il y l'information. a la contrainte du pouvoir politique qui empêche de diffuser des opinions. Mais très rapidement, les opinions... Et puis alors, en France, on a une particularité, c'est la Révolution française, qui fait que là, le journal d'opinion triomphe. Chaque parti, chaque homme politique a son journal. Enfin, de Marat, Camille Desmoulins, Danton, ils ont tous un journal qui est le porte-voix de leur monde ou de leur parti. Donc là, il y a une véritable presse d'opinion, mais il faut pas confondre, c'est l'information qui compte le plus, parce que l'opinion, c'est bien quand on est informé. On peut avoir une opinion quand on est informé. Sinon, on ne fait que raconter la suite du café du commerce, si je puis dire, et l'information est ce qui prime. Et l'information, elle est toujours littéraire, artistique. Il y a le théâtre tient une très grande place. Maintenant, c'est plus le cinéma et la télévision dans les journaux, mais au 19e siècle, le théâtre est très prolifique et proliférant, et il tient une très grande place dans les journaux. La littérature, les arts, mais évidemment, bien sûr, la politique en tant qu'expression de ce qui se passe dans les assemblées, de ce qui se passe dans les gouvernements, de ce qui se passe aussi à l'étranger, puisque l'étranger est aussi important. Mais il faut vraiment attendre effectivement une très grande liberté de la presse pour pouvoir parler de tout. Et puis, je crois qu'il faut aussi insister sur le fait que le contenu est différent en fonction des classes sociales auxquelles on s'adresse. Les élites qui lisent le Monde maintenant, ou le Figaro, ou avant Le Temps, ou le journal des débats au 19e siècle, s'intéressent beaucoup plus évidemment à la vie politique, à la vie des affaires, à la vie étrangère. Et puis on a les classes populaires. Le Petit Journal, qui est le premier véritable grand journal populaire, fondé en 1863, c'est un journal qui s'adresse au peuple, et donc qui doit intéresser le peuple, non pas aussi avec la politique, mais aussi avec des faits divers, un certain nombre de faits divers, le sang à la une, comme on disait à une certaine époque, c'est-à-dire attirer la clientèle, évidemment, pour faire acheter le journal. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est la distraction, le divertissement. La presse attire son public aussi par des divertissements, notamment par le feuilleton inventé par Émile de Girardin, qui a fondé beaucoup de journaux et qui, à partir de 1836, met des feuilletons en bas de page de la première page. Le premier, c'est La femme de 30 ans de Balzac. C'est donc pas un feuilleton très populaire, mais ça n'empêche que ça attire de la clientèle et ça permet de parler aussi de la politique. Patrick Evenot, tout à l'heure, vous avez dit tous les partis, tous les hommes politiques, notamment pendant la Révolution française, tous ont leurs journaux. Et dans l'introduction, je disais qu'il était difficile aujourd'hui d'imaginer un monde sans journal. Si bien qu'il était quasiment difficile d'envisager la relative jeunesse de cette invention-là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tous ont leurs journaux? Pourquoi aujourd'hui encore, quand une association se crée, quand un mouvement existe, quand des artistes prennent la parole, pourquoi est-ce que cette forme-là arrive comme étant l'évidence de ce qu'il faut faire? Ça, c'est pas un mystère, c'est simplement le fait que quand on a dans la main cet objet, on en garde beaucoup plus facilement les mémoires. Notre mémoire est imprimée comme le journal est imprimé. On touche, il y a une relation sensuelle, il y a une relation olfactive, etc. avec le journal, qu'il n'y a pas, par exemple, maintenant les opinions sont sur Internet, sur les blogs, etc., etc. C'est bien plus facile à faire, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça n'a pas la même sensation, ça n'a pas le même prestige. Alors peut-être que le prestige va disparaître petit à petit, parce que quand on sera dans une population qui n'aura plus de contact avec le journal, notamment chez les plus jeunes qui maintenant sont essentiellement sur les appareils téléphones mobiles, etc. Peut-être que ça va disparaître, mais il y a encore un très fort prestige du journal qui est lié, je crois, pas seulement au passé, mais aussi à l'objet lui-même. Oui, mais par exemple, on a du mal à imaginer la vie d'un forum en Grèce antique sans journal, par exemple. On se dit, qu'est-ce qui était là avant que nous disposions de cette forme que toujours on convoque? Quand vous parlez du prestige, bien sûr, mais je pense par exemple à des journaux qui se créent en ce moment, à des jeunes mouvements qui font encore des journaux, qui auraient toute la latitude d'aller sur Internet, créer des... D'ailleurs, ça se fait aussi, mais... Il y a quelque chose qui est lié. Moi, j'ai du mal à en éclairer le mystère. C'est un mystère et en même temps non, parce que le forum ou l'agora du monde ancien, c'était réservé à quelques dizaines de personnes, quelques centaines, quelques milliers. On dit qu'à Athènes, il y avait peut-être 10 000 citoyens qui se réunissaient sur l'agora. C'était pas trop difficile de les réunir physiquement.
Réunir 65 millions de Français physiquement, comment peut-on le faire si ce n'est par des médias de masse? Donc c'est ça, donc c'est le lien en fait. C'est Bien sûr, c'est c'est ce le que lien. nous tenons dans les mains avec la conscience que d'autres sont potentiellement en train aussi de le lire. Oui, le journal, c'est du tissu social, c'est du lien social. C'est pour ça que ça reste quelque chose de très important. Alors évidemment, la radio, la télévision sont aussi, et Internet sont aussi des facteurs de liens sociaux. Mais je crois que pendant 2 siècles, on a véritablement fait ce lien social et à la fois en même temps politique, économique, culturel, tout, enfin toute la variance avec le journal. C'est une sorte d'espace mental dans lequel on se reconnaît momentanément pendant la durée de lecture. On se reconnaît d'autres... C'est un espace mental commun. Collectif. Ouais, c'est ça. C'est ça, commun, c'est l'espace public, comme on le dit bien schématiquement, mais c'est véritablement, c'est pas la rue, c'est l'espace public, c'est l'espace qui est partagé par les différents publics. Pourquoi est-ce que cela diffère, cet espace public et commun, justement de la télévision, de la radio et d'Internet, qui est encore une autre échelle? Ça diffère relativement, mais relativement, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, parce que finalement on voit bien que les formes journalistiques se sont prolongées sur la radio, à la télévision et maintenant sur Internet. Le reportage, on peut le faire en radio, en télévision, on peut le faire sur Internet. L'interview, la preuve, etc. Toutes les formes journalistiques qui ont été inventées par la presse se sont retrouvées. Quand on parle des séries à la télévision, c'est les feuilletons de Girardin, hein, c'est la même chose finalement. Donc, simplement, peut-être que du point de vue symbolique, effectivement, encore une fois, l'objet papier que l'on se transmet, que l'on se partage, il y a peut-être plus de collectif que dans l'écran de télévision qu'on écoute, qu'on regarde tout seul dans son salon ou même collectivement. Je pense qu'il y a véritablement un mystère là sur le journal qui reste le lien à l'écrit, le lien à la lecture, qui est un approfondissement. On touche Mais aussi. on l'a sur Internet, et puis on touche. On touche, on on sent, on voit, enfin, c'est quelque chose d'important.